Bonsoir, nous sommes le jeudi 7 avril, ravis de vous retrouver sur TV Sud pour le journal de la rédaction. Dans les titres ce soir, la réouverture des paillotes sur la côte héroltaise. Après un lancement sous la pluie en 2010, les plagistes comptent sur la météo estivale pour s'assurer un démarrage en trombe. Les étudiants sensibilisés au danger de l'alcool au volant, une opération sécurité routière se déroule actuellement sur le campus de la fac Paul Valéry. Et puis empruntant des comédiens recentrés sur le théâtre, c'est ce qu'a annoncé Jean Varela ce matin. Le 1er juin débute la première édition du festival sous sa direction. Ce soir, l'invité de la rédaction est un bénévole de la Fondation Abbé Pierre, André Marson, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. La Fondation qui publie aujourd'hui son rapport sur l'état du mal-logement pour la région de Languedoc-Roussillon et le constat est plutôt alarmant. En effet, après avoir publié de façon nationale le 1er février dernier son 16e rapport sur le mal-logement, la Fondation Abbé Pierre déclinait ce rapport avec un éclairage régional. On y revient en toute fin de journal, mais on débute ce JT avec un événement bien plus léger et très attendu par les Héroltais, l'ouverture des plages privées. Dès ce soir, les premières paillotes inaugurent la saison et grâce à la météo estivale, les plagistes espèrent bien faire le plein dès ce week-end. Ghislain Fandevilla et Louis Monziès sont assistés aux derniers préparatifs. Regardez. On bâche, on nettoie et on s'active. Cette semaine marque le début de la saison des paillotes. Et avant l'ouverture, tous les détails sont importants. Le premier jour de l'ouverture de la saison revêt toute une symbolique. C'est la fin de l'hiver, c'est le début de l'été, le début des vacances, le début des belles soirées. Donc c'est une pointe d'enthousiasme avec un peu de stress. Là c'est le branle-bas de combat, on fait venir les amis pour donner un dernier coup de main pour les finitions. On stresse de ne pas être en place pour l'ouverture ou d'avoir des finitions pas terminées. Mais enfin bon, c'est le jeu et puis on l'accepte, mais c'est un bon stress on va dire. La saison 2010 avait commencé sous la pluie, 2011 verra le soleil. Ce week-end marque le début des vacances scolaires des Parisiens, un rendez-vous important pour les plages privées. On attend beaucoup de monde dans le sens où on ne sera pas toutes les paillotes ouvertes sur la côte et surtout qu'on attend un excellent temps, comme aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. Donc je pense que les gens attendent ça avec impatience après l'hiver que nous avons passé. Musique, transat, soleil et bien évidemment convivialité seront les ingrédients phares du cocktail proposé par les paillotes jusqu'en septembre. Des parents d'élèves à nouveau mobilisés contre des fermetures de classe. Ce soir, à l'heure de pointe, le collectif de parents de Bayargues a décidé de bloquer la 113. Vous le voyez sur ces images. Ils craignent de perdre 2 classes à la rentrée 2011. On les écoute au micro de Jean Brun. On les écoute tout de suite. On a un souci actuellement puisque l'inspection d'académie prévoit de fermer 2 classes sur Bayargues, dont une en maternelle où il y a prévu une augmentation de 42 enfants pour l'année prochaine, ce qui représenterait une moyenne de 34 enfants prévus par classe. Donc on a une difficulté majeure à ce niveau-là et on souhaiterait le faire entendre pour éviter d'avoir une fermeture de classe. Car à 34 enfants par classe, pour nous au niveau éducation, c'est impossible pour les enseignants, pour les enfants en termes d'apprentissage. Et je rappelle que c'est demain que l'inspection académique prend une première décision pour les ouvertures et fermetures de classes. Enseignants et parents d'élèves des écoles menacés appellent à manifester une nouvelle fois devant le rectorat. À Montpellier, au moins 12 écoles seront fermées. Les salariés d'EDF ne veulent pas perdre leurs tarifs préférentiels. Ce matin, ils étaient réunis devant le site du Mistral, dans le centre de Montpellier. Un mouvement national contre un décret qui obligerait les agents à payer les mêmes factures d'électricité que tout le monde. On écoute Jérémy Attali, délégué syndical CGT. Le tarif agent pour des étudiants, pour des retraités, pour des familles, c'est très important. Le tarif agent, c'est le fruit de ce qu'on produit, puisque nous vendons de l'électricité. On a des tarifs réduits sur cette électricité, comme à la SNCF, des tarifs réduits sur les voyages, ou chez Renault, des tarifs réduits pour les voitures éventuellement. Et après 6 jours de grève, les salariés de Schneider Electric, eux, ont repris le travail à Fabrègues, mais pas sur le site de la Pompignane à Montpellier. Ils réclament toujours le paiement rétroactif de leurs augmentations de salaire. Autre manifestation aujourd'hui, celle des travailleurs sociaux du département. Assistants sociaux et éducateurs se sont rassemblés devant la préfecture, un mouvement national à l'appel de tous les syndicats de ces professions qui réclament une meilleure reconnaissance de leur diplôme, comme l'explique ce délégué syndical au micro de Jean Brun.
La raison de la colère aujourd'hui, c'est que depuis des années, ces 4 métiers ont 3 années d'études et qu'on nous reconnaît au niveau d'un bac+2, c'est-à-dire de 2 années d'études. Et il y a des décrets qui sont en cours d'examen au niveau national qui entérinent une nouvelle fois la reconnaissance à bac+2. Et puis le congrès national de l'UNEF s'est ouvert cet après-midi. Vous le voyez sur ces images, près d'1 millier de militants de la première organisation étudiante se sont donné rendez-vous au Quorum de Montpellier. C'est un congrès qui dure jusqu'à dimanche. Au cœur de cette 82e édition, le statut social de l'étudiant. Étudiant toujours avec cette opération sécurité routière à l'université Paul Valéry, il faut dire que les jeunes sont particulièrement touchés par les accidents de la route. En 2010, 40% des tués avaient entre 15 et 25 ans. Le reportage sur le campus de Louis Monziès. On regarde ça tout de suite. Ça fait un peu flipper quand même. Hein. Voilà, donc je mettrai bien ma ceinture, je ferai attention à ne pas te faire tonneau sur la route. Cette étudiante vient d'effectuer 2 tonneaux dans une voiture. De quoi faire peur en effet, c'est l'une des expériences proposées sur le campus cette semaine. Et dans la ceinture, il faut qu'elle soit bien attachée au niveau ventral. Hein, et normalement, on ne risque rien. Mais par contre, il faut qu'il n'y ait rien dans les poches, ce qui prouve que dans les véhicules, il ne faut rien laisser traîner. On peut tester ses capacités psychomotrices avec des activités mises en place par des élèves de sociologie. Il y a aussi des simulateurs de conduite de 2 à 4 roues, un simulateur de vision en état d'ivresse, un atelier sur les règles de conduite ou encore un crash test. Des activités attrayantes pour les jeunes qui font réellement prendre conscience des risques que l'on peut rencontrer sur la route. Le thème prévention routière attire beaucoup d'étudiants. Donc en fait ils viennent, ils participent volontiers à tous les ateliers et ils posent beaucoup de questions et ils sont très intéressés. Alors pour conclure, en voiture, c'est plus sûr avec la ceinture. Le lever de rideau du printemps des comédiens, c'est le 1er juin prochain. Au programme Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau ou encore William Shakespeare. Cette année, pas de spectacle itinérant. Daniel Bedos parti, le nouveau directeur Jean Varela veut imprimer sa marque et elle sera résolument classique. On l'écoute. Nous avons décidé de ne pas tenter de faire du Daniel Bedos en Daniel Bedos, mais de reconstruire un nouveau chapitre ou de lancer un nouveau chapitre de ce festival en recentrant la programmation sur le verbe, le théâtre, les textes contemporains ou les textes issus du répertoire et en invitant les spectateurs à un panorama de ce que peut être le théâtre au XXe siècle, avec des maîtres comme Peter Brook et puis des metteurs en scène à la force de leur art comme Joël Pomera ou comme Pierre Rigal pour Micro par exemple. Le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre vient d'être présenté dans notre région. 18,7% des habitants de Languedoc-Roussillon vivent sous le seuil de pauvreté. C'est un des constats alarmants que fait ce rapport. André Marson, bonsoir à nouveau. Donc vous êtes bénévole à la Fondation Abbé Pierre. Pourquoi ce facteur? Quels sont les facteurs aggravants? Je crois que la région Languedoc-Roussillon est assez particulière en raison de sa situation géographique. On a un littoral prisé, mais le coût du foncier est important. Ensuite, un maillon de villes importantes comme Nîmes, Montpellier, Béziers, Narbonne, Carcassonne, Perpignan. Et enfin, un arrière-pays qui, lui, représente une forte ruralité, un habitat ancien et une économie en perte de vitesse. Donc ce n'est pas équilibré sur tout le département. Les plus riches sont peut-être plutôt se concentrent sur les villes, sur le littoral. Et ensuite, il y a vraiment un vrai problème au niveau des zones rurales. Effectivement, je crois qu'il faut regarder avec un peu plus de minutie l'analyse que l'on peut faire sur la région. Par exemple, la ville de Montpellier peut s'honorer d'avoir atteint le chiffre de 20% de logements sociaux sur l'ensemble de son parc. Dès qu'on franchit le seuil de l'agglomération, on ne fait pas ce même constat. Alors il faut vraiment dire que le constat que dresse la Fondation Abbé Pierre aujourd'hui, c'est que la région est sous-équipée en logements sociaux. On est à 10,5% sur toute la région contre 17% au niveau national. Alors pourquoi ce déséquilibre ? Je crois Vous l'avez dit à Montpellier, on paye un peu le retard de l'incurie des politiques précédentes. Et même si la feuille de route du préfet de région cette année a annoncé la construction de 5500 logements,
Par une convention signée le 18 novembre dernier avec la région s'engage pour 5000 logements supplémentaires. Ouais. Pourront-ils être créés rapidement? Point d'interrogation. Voilà, vous l'avez dit, on a l'impression que constamment on nous annonce de nouvelles constructions de logements sociaux. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un manque de volonté politique? Est-ce que c'est le seul facteur aggravant dans notre région? Il y a également une inertie des populations. Chaque fois qu'une mairie très courageuse veut lancer un plan de logements sociaux, bien souvent ce sont des pétitions ou au contraire des réprobations. Nous avons quelques exemples que l'on pourrait mettre en valeur. Vous l'avez dit, des programmes sont en cours, 5000 logements d'un côté, 5000 logements pour toute la région de l'autre. Pour autant, il y a 74 000 demandes actuellement de logements sociaux qui sont en souffrance en Languedoc-Roussillon. Exact. Donc, même à coup de 5000 logements, on ne pourra pas se rattraper le retard. Malgré, tous les efforts qui ont été faits précédemment et encore à faire demain. Alors, quelles sont les solutions en termes de mal logement pour rattraper ce retard? Alors, je crois que des lois ont été votées. Il faudrait d'abord qu'elles soient appliquées, et en particulier la loi dite SRU, où on impose à un certain nombre de communes d'atteindre ce 20% nécessaire de logements sociaux. Malheureusement, bon nombre de municipalités préfèrent s'exonérer de cette charge en payant des amendes. Il conviendrait peut-être que nos politiques rendent plus contraignante cette loi SRU. C'est une des propositions de la Fondation. L'exemple le plus criant dans notre département est toujours la commune de Saint-Clément-de-Rivière qui a zéro logement social. Sur le plan local que national. Alors, on a parlé des personnes mal logées, elles vivent sous le seuil de pauvreté, ont du mal à trouver un logement décent. Il y a des personnes sans domicile fixe également. Il y a énormément d'expulsions. Le nombre des expulsions a également augmenté dans notre région. Et malheureusement, nous constatons ce nombre important d'expulsions. C'est la conséquence un petit peu de la crise économique que nous pouvons voir au travers de tout le monde associatif. Je pense que toutes les associations telles que les Restos du Cœur, le Secours Populaire ou le Secours Catholique ont dû fermer très rapidement. Et étant donné ces difficultés, le logement est souvent le parent pauvre pour les ménages qui ne peuvent plus s'en sortir et qui sont souvent sur le fil du rasoir. Alors, devant ces problèmes que dénonce la Fondation Abbé Pierre, de quel œil voyez-vous les politiques qui favorisent l'accès à la propriété? Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour lancer notamment le prêt à taux zéro pour les primo-accédants, des politiques en cette faveur-là? Le gouvernement actuel a eu un slogan, en particulier le président de la République, il veut une France de propriétaires. Mais devenir propriétaire exige des efforts financiers importants. Bien souvent, les jeunes ménages ont cru que la solution était de trouver un foncier loin des grandes villes, mais on s'expatrie à 40-50 km et on retombe sur d'autres difficultés, en particulier en ces jours où le prix de l'essence a considérablement augmenté. Peut-être d'abord mettre de l'argent dans la construction de logements sociaux avant de favoriser ce type d'action-là. Exactement, et surtout ce que demande la Fondation, c'est qu'il y ait un peu plus de tolérance sur la notion de logements sociaux. Si on regarde par exemple le nombre de grues qui sont érigées tout autour de nos agglomérations, on pourrait penser que la construction va résorber ce manque de logements, mais en fait, ce ne sont pas des logements pour les plus défavorisés, pour les plus démunis, qu'on est en train de construire actuellement. Il y a souvent des obligations de quotas, par exemple, d'avoir 20% de logements sociaux dans un ensemble immobilier qui se construit. Est-ce que c'est respecté ? Il y a une politique effectivement communale qui peut être mise en avant, et en particulier sur la ville de Montpellier, qui impose même aux propriétaires privés, pour tout programme de construction nouvelle, un quota minimum de 20 à, si possible, 30% réservé à des logements sociaux. Donc ça peut être une piste. Une piste à fouiller. Merci beaucoup André Marson pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes bénévole à la Fondation Abbé Pierre. Merci. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actu demain à 12h30 pour le Flash, et à 19h30 retrouvez le journal complet de la rédaction avec Olivier Roaran. Très belle soirée à tous sur TV Sud.